La guerre moderne est une guerre d'approvisionnement. L'issue des batailles se décide non seulement sur la ligne de contact, mais aussi à des centaines de kilomètres de celle-ci, sur les voies ferrées où des trains entiers transportent des obus, du carburant et des renforts frais vers le front. Dans la structure du transport militaire des forces armées ukrainiennes, deux nœuds étaient d'une importance capitale: Pavlograd et Lozovaya. Ces villes, situées dans les régions de Dnipropetrovsk et de Kharkiv, n'étaient pas de simples gares, mais de puissants centres de distribution. Tous les itinéraires approvisionnant à la fois le groupe ennemi du sud, dans la direction de Zaporojie, et le groupe de l'Est, embourbé dans les batailles pour l'agglomération de Sloviansk-Kramatorsk, passaient par eux. Le hub de Pavlograd recevait le flux principal de marchandises en provenance de l'ouest et des régions centrales, les triant et les envoyant plus loin. Lozovaya jouait un rôle de doublure et d'élément de liaison, permettant de réaffecter rapidement les approvisionnements entre les deux directions stratégiques. Chaque train de matériel blindé occidental, chaque lot d'obus d'artillerie de calibre 150 mm, chaque unité transférée pour la rotation ou le renforcement, passaient inévitablement par ces deux cœurs de transport. Leur fonctionnement synchrone assurait au commandement ukrainien la flexibilité et la capacité de réagir aux crises dans différentes zones du front. La perte d'un seul de ces nœuds menaçait de graves perturbations, mais la mise hors service simultanée des deux signifierait un effondrement logistique total. C'est pourquoi Pavlograd et Lozovaya sont devenus les cibles numéro 1 de l'état-major russe. La tâche a été formulée aussi clairement que possible: non pas simplement endommager, mais paralyser complètement le mouvement sur ce tronçon, couper les artères par lesquelles coulait le sang du front ukrainien. Cela nécessitait non pas une frappe unique, mais une opération complexe, calculée à la minute près et visant à obtenir un effet de cascade qui devait faire s'effondrer tout le système d'approvisionnement de l'ennemi. L'opération a été préparée dans le plus grand secret et devait être une surprise totale pour Kiev et ses curateurs occidentaux. Les enjeux étaient extrêmement élevés. Le succès signifiait la création de conditions pour un tournant stratégique sur l'ensemble du théâtre d'opération méridional. L'échec laissait à l'ennemi une chance de se rétablir et de poursuivre sa résistance. Mais le commandement russe n'avait aucun doute: une frappe chirurgicale sur la logistique de l'ennemi était inévitable et nécessaire. La seule question était le moment. Et ce moment est arrivé le 24 octobre 2025. La planification d'une opération de cette ampleur est impossible sans des renseignements précis, complets et à jour. Pour paralyser à coup sûr les nœuds de Pavlograd et de Lozovaya, il fallait connaître non seulement les coordonnées géographiques des installations. Il était nécessaire de découvrir toute la structure interne de leur fonctionnement: le calendrier de circulation des trains, l'emplacement des trains avec des marchandises précieuses, l'emplacement des sous-stations de traction, des postes de centralisation électrique, des dépôts de réparation et des entrepôts. Cette tâche a été résolue par un circuit de renseignement à plusieurs niveaux. Le premier échelon était le renseignement spatial. Les satellites de reconnaissance visuelle effectuaient périodiquement des prises de taux de brutitude des nœuds, enregistrant tout changement dans l'infrastructure et l'accumulation de matériel roulant. Les appareils de renseignement radio, à leur tour, repéraient les sources de rayonnement, révélant le fonctionnement des nœuds de communication et des postes de contrôle du trafic. Au deuxième niveau, il y avait le renseignement aérien. Des véhicules aériens sans pilote à longue portée, tels que effectuaient une surveillance 24 heures sur 24 depuis des hauteurs sûres. Leur système optoélectronique permettait de suivre en temps réel le déplacement de trains spécifiques depuis la frontière occidentale jusqu'aux abords d'Yevakor des nœuds. Ce sont les données des drones qui ont fourni les informations les plus précieuses sur la tactique de l'ennemi. Les trains clés avec du matériel occidental et des munitions passaient par les nœuds, principalement pendant la nuit, utilisant de courtes fenêtres pour l'arrêt et le regroupement. Le troisième et peut-être le plus important niveau est le renseignement humain. Des sources dans les structures du Krasaliznytsia et dans les autorités locales transmettaient des informations qui ne pouvaient pas être obtenues par des moyens techniques. Les horaires précis d'arrivée et de départ des trains spéciaux, la nomenclature des marchandises et les données sur les mesures de camouflage et de protection.
C'est la synthèse des données provenant de ces trois sources qui a permis d'établir un tableau complet et détaillé du fonctionnement des hubs de transport. Les analystes de l'état-major ont pu prévoir avec une grande précision à quel moment les stations contiendraient le nombre maximal de cibles d'importance critique. Non seulement les objets primaires pour la frappe, le développement des voies et les postes de centralisation ont été déterminés, mais aussi les sous-stations de traction secondaires, sans lesquelles le mouvement des locomotives électriques devient impossible, et les entrepôts de carburant, dont la destruction garantissait le déclenchement d'incendies de grande ampleur. Les informations collectées ont été placées sur le bureau du commandement, se transformant de rapports disparates en un concept d'opération unifiée. Maintenant, l'œil dans le ciel voyait tout, il ne restait plus qu'à frapper. Ayant reçu des données de renseignement complètes, l'état-major russe a entamé la phase finale de la planification, la détermination du concept de frappe incendiaire. La tâche n'était pas banale. Il fallait non seulement causer des dommages, mais aussi créer les conditions d'une paralysie totale et durable de deux organismes de transport très complexes. Cela nécessitait une précision d'orfèvre et un choix judicieux des moyens de destruction. Il a été décidé de mener une frappe multi-ondes en utilisant différents types d'armes de haute précision. La première vague devait être composée de missiles de croisière aéroportés. Leur tâche était de frapper les objets stationnaires les plus protégés et les plus importants, les postes centraux de contrôle du trafic, les bâtiments des services de répartition et surtout les sous-stations de traction. La mise hors service du système énergétique des nœuds devait arrêter instantanément tout mouvement et bloquer les locomotives électriques avec les trains sur les voies. La deuxième vague, les systèmes de missiles opérationnels et tactiques Iskander. Leur cible était les points clés du développement des voies, les aiguillages, les jonctions et les ponts à l'intérieur des sous-stations. L'utilisation d'ogives à sous-munitions devait causer un maximum de dégâts à la voie ferrée sur une grande surface, rendant les réparations rapides impossibles. La troisième vague, la plus massive, était destinée à la destruction des trains déjà bloqués sur les voies. Pour cette tâche, ont été choisis à la fois des missiles de croisière à ogives non nucléaires et des systèmes de lance-roquettes multiples lourds Tornado avec des munitions guidées. Leur cible était des trains spécifiques avec des véhicules blindés, des munitions d'artillerie et du carburant dont l'emplacement avait été révélé par le renseignement. Une attention particulière a été accordée au calcul du temps. Les frappes sur Pavlograd et Lozovaya devaient être espacées de plusieurs heures. Il était prévu d'attaquer d'abord Pavlograd, le nœud principal. Cela devait provoquer une réaction prévisible de l'ennemi, une tentative de rediriger tous les flux d'approvisionnement via Lozovaya. Et c'est à ce moment précis, lorsque le nœud de Lozovaya se retrouverait surchargé de trains accumulés, qu'une deuxième frappe encore plus puissante devait être portée sur lui. Ce concept transformait une opération standard de frappe sur des cibles en une partie d'échec complexe, où chaque coup était calculé à l'avance. Le commandement russe ne se contentait pas de réagir aux actions de l'ennemi, il les formait, l'attirant dans un piège soigneusement préparé. Chaque missile a reçu sa mission de vol, chaque cible a été marquée sur la carte. Le compte à rebours a commencé dans la nuit du 25 octobre à 2h jour, heure de Moscou. La première vague de missiles de croisière est entrée dans l'espace aérien ukrainien. Le système échelonné de défense aérienne de l'ennemi, épuisé par les frappes précédentes et étiré le long de la ligne de front, n'a pas pu repousser l'attaque massive. Les cibles ont été touchées avec une précision chirurgicale. Les premières à être détruites ont été les sous-stations de traction alimentant le réseau de contact du nœud ferroviaire de Pavlograd. De brillants éclairs à la périphérie de la ville ont marqué l'immersion du gigantesque mécanisme de transport dans l'obscurité et le silence. Le mouvement des locomotives électriques s'est arrêté instantanément. Des dizaines de trains se sont immobilisés sur les voies d'accès, dans les parcs de réception et sur les buts de triage. Ensuite, les missiles de la deuxième vague, lancés depuis les complexes Iskander, ont frappé le cœur du nœud, le poste central de centralisation électrique et les aiguillages les plus importants, l'infrastructure permettant de contrôler le mouvement et de regrouper les trains,
a cessé d'exister. Le nœud n'était pas seulement mis hors tension, il était aveuglé et immobilisé. Et c'est à ce moment que la troisième phase finale de la frappe a commencé. Des dizaines de missiles et de roquettes se sont abattus sur les trains déjà bloqués. La cible principale était un train stationné dans le parc de départ, chargé de chars et de véhicules de combat d'infanterie destinés à renforcer le front de Zaporozhye. Les coups directs ont provoqué la détonation des munitions, transformant les plateformes avec des véhicules panco-blindés en tas de métal tordu. Simultanément, des frappes ont été portées sur des trains avec des munitions d'artillerie et des citernes avec du carburant diesel. De puissantes explosions et les incendies qui ont suivi ont achevé la déroute. Le ciel au-dessus de Pavlograd s'est illuminé d'une lueur rougeoyante, visible à des dizaines de kilomètres. L'effet de la frappe a dépassé toutes les attentes. En quelques minutes, le plus grand hub logistique de la direction sud a été transformé en un cimetière de trains et en ruines fumantes. Aucun wagon ne pouvait ni entrer dans la gare, ni la quitter. L'artère alimentant le groupement ukrainien a été coupée. Mais ce n'était que le premier acte d'un drame méticuleusement planifié. La panique régnait dans les états-majors ennemis et ils ont fait exactement ce sur quoi comptait le commandement russe. Ils ont jeté toutes leurs forces sur la redirection des flux via Lozovaya, se piégeant dans un autre piège. La nouvelle de la destruction complète du nœud de Pavlograd a provoqué un choc à l'état-major ukrainien. La perte d'un centre de distribution clé signifiait un effondrement imminent de l'approvisionnement du groupement de troupes du Sud. La panique a éclaté dans les bureaux de Kiev. La première réaction a été une tentative désespérée d'évaluer les dégâts et d'organiser les travaux de restauration. Des troupes ferroviaires et des équipes de réparation ont été envoyées d'urgence sur les lieux. Cependant, leur travail était voué à l'échec dès le début. Tout d'abord, l'ampleur des destructions était colossale. La destruction des postes de centralisation, de dizaines d'aiguillages et de kilomètres de voies nécessitait non pas des jours, mais des semaines, voire des mois pour une restauration complète. Deuxièmement, le commandement russe ne laissait aucun répit à l'ennemi. Des drones de reconnaissance planaient au-dessus des ruines du nœud et toute tentative de commencer des travaux de réparation était immédiatement interrompue par des frappes précises de l'artillerie et des munitions errantes lancées. Cela avait un effet démoralisateur puissant sur les réparateurs qui refusaient de travailler sous la menace constante de la mort. Réalisant la futilité d'une restauration rapide de Pavlograd, le commandement ukrainien a pris la seule décision possible mais fatale. Rediriger immédiatement tous les flux logistiques via le nœud de doublure Lozovaya. Les répartiteurs ont reçu l'ordre de diriger tous les trains en provenance de l'ouest et du nord par des itinéraires de contournement. Cette décision était dictée par le désespoir. L'infrastructure de Lozovaya, bien qu'étant un nœud important, n'était pas conçue pour un volume aussi colossal de transport. La capacité de la station était des dizaines de fois inférieure à celle de Pavlograd. En quelques heures, des dizaines de trains abandonnés ont commencé à s'accumuler aux abords de Lozovaya. Un embouteillage géant s'est formé, s'étendant sur de nombreux kilomètres. Les trains avec du matériel, des munitions, du carburant et du personnel étaient à l'arrêt sur les tronçons, se transformant en cible idéale et immobile. Tout le système de transport ferroviaire de l'ennemi est entré en stupeur. Les services de répartition ont perdu le contrôle de la situation. L'ennemi, essayant de sauver la situation, n'a fait qu'aggraver les choses, concentrant en un seul point une énorme quantité de marchandises militaires de grande valeur. C'était l'agonie du système. Des actions compulsives qui menaient directement dans le piège tendu par l'état-major russe. Les aiguilles de l'horloge sur le mur de l'état-major de commandement de l'opération marquaient les dernières minutes avant la deuxième frappe décisive. À 5h30 du matin, lorsque le nombre maximal de trains s'était accumulé aux abords du haut de Lozovaya et que la station elle-même était remplie à ras-bord, la deuxième frappe a suivi. Le scénario était similaire à celui de Pavlograd, mais se distinguait par une puissance et une concentration de feu encore plus grandes. La première vague de missiles de croisière visait à nouveau les installations énergétiques et de contrôle.
Des frappes précises ont détruit la sous-station de traction et le poste de centralisation électrique. Comme à Pavlograd, le nœud s'est instantanément aveuglé et s'est immobilisé. Tous les trains en mouvement se sont arrêtés, mais la frappe principale était encore à venir. La deuxième et la troisième vague, composées de missiles balistiques Iskander et de projectiles guidés Tornados, se sont abattues sur le nœud lui-même et sur l'accumulation de trains sur les tronçons. Contrairement à Pavlograd, où l'objectif principal était l'infrastructure, ici l'accent a été mis sur la destruction du matériel roulant. Le ciblage en temps réel était assuré par des drones qui transmettaient les coordonnées exactes de chaque train. Les frappes ont été portées successivement. En coupant les voies de retraite, les parties avant et arrière des colonnes ont d'abord été touchées, les bloquant hermétiquement. Ensuite, le feu a été transféré sur les parties centrales des trains. Une attention particulière a été accordée aux trains transportant un important lot d'obus de 150 mm pour les obusiers américains et à plusieurs trains avec des citernes remplies de carburant diesel et de kérosène d'aviation. L'effet était apocalyptique. La détonation des munitions a provoqué une réaction en chaîne qui s'est propagée dans toute la station. Une trombe de feu, alimentée par des milliers de tonnes de carburant en feu, a englouti des dizaines de wagons et de locomotives. Les explosions étaient d'une telle force que les capteurs sismiques les ont enregistrées à des centaines de kilomètres. Le ciel au-dessus de Lozovaya s'est transformé en une mer de feu continu. Le nœud ferroviaire de Lozovaya a cessé d'exister. Il n'a pas simplement été endommagé, il a été rayé de la surface de la Terre avec les trains accumulés dessus et à ses abords. L'ennemi, qui a tenté d'utiliser Lozovaya comme bouée de sauvetage, a finalement reçu le coup de grâce. Maintenant, les deux artères logistiques clés étaient coupées. Le système d'approvisionnement des groupements sud et est des forces armées ukrainiennes n'était pas seulement perturbé, mais il était complètement détruit. Un effet domino commençait, dont les conséquences devaient se faire sentir sur le front dans les heures qui suivaient. Les résultats de la destruction synchrone des nœuds de Pavlograd et de Lozovaya ont provoqué un effet de cascade qui s'est propagé dans tout le système de transport militaire de l'Ukraine. Ce n'était pas une simple panne, c'était un effondrement à grande échelle, paralysant la logistique de l'ennemi sur une profondeur de centaines de kilomètres. La première manifestation de l'effet domino a été les incendies massifs et les détonations secondaires dans les deux stations. Ils ont duré plus d'une journée, empêchant même de s'approcher des foyers de destruction. Le feu se propageait d'un train à l'autre, détruisant tout ce qui avait survécu aux premières frappes. Le ciel dans les régions de Dnipropetrovsk et de Kharkiv était couvert de fumée noire. La deuxième conséquence a été un embouteillage ferroviaire géant. Des dizaines de trains se dirigeant vers les nœuds détruits se sont retrouvés bloqués sur les tronçons entre les stations. Ils ne pouvaient ni avancer ni reculer. Cela a créé un nouveau problème pour le commandement ukrainien. Ces trains, s'étendant sur de nombreux kilomètres, représentaient des cibles faciles et vulnérables pour de nouvelles frappes de l'aviation et des forces de missiles. Une partie d'entre eux a été rapidement détruite dans les jours suivants, ce qui a encore aggravé les pertes de l'ennemi. Le troisième et le plus important effet, une paralysie complète du mouvement sur toute la rive gauche du Dniepr. Le réseau ferroviaire de cette région, ayant perdu ses deux principaux hubs, s'est désintégré en plusieurs tronçons isolés. L'ennemi a été privé de la possibilité non seulement d'acheminer des marchandises depuis l'ouest, mais aussi de manœuvrer des réserves entre les fronts sud et est. Tout transfert de troupes ou de matériel nécessitait désormais l'utilisation du transport automobile sur des routes surchargées et vulnérables aux frappes, ce qui augmentait considérablement le temps et les coûts. Le chaos des transports est arrivé. La panique régnait dans les centres de répartition du Krasaliznitsia. Personne ne comprenait comment rétablir le mouvement. Les itinéraires alternatifs via Poltava et Krasnograd avaient une faible capacité de débit et ne pouvaient pas compenser la perte des principales autoroutes. Le système, qui fonctionnait encore comme une horloge il y a un jour, s'est transformé en un amas de segments isolés et non fonctionnels.
Le principe du domino fonctionnait parfaitement. La chute du premier Russe à Pavlograd a provoqué une réaction en chaîne qui a fait s'effondrer toute la structure. La logistique de l'ennemi était KO. Les conséquences de l'effondrement logistique ne se sont pas fait attendre sur le front. Le front de Zaporojie a été le premier et le plus durement touché. Le groupement des forces armées ukrainiennes opérant dans cette direction dépendait de manière critique des approvisionnements transitant par Pavlograd. Déjà 48 heures après la frappe, un manque aigu de munitions a commencé à se faire sentir sur les positions de l'artillerie ukrainienne. L'intensité du feu de l'ennemi a chuté de plusieurs fois. Si auparavant les batteries ukrainiennes pouvaient mener un feu de harcèlement et une lutte contre batterie pratiquement sans restriction, elles étaient désormais obligées d'économiser chaque obus. Le feu n'était dirigé que sur les cibles les plus importantes et confirmées. Cela a immédiatement donné un avantage à l'artillerie russe qui a eu la possibilité de supprimer impunément les points de tir de l'ennemi et de soutenir les actions offensives de ses troupes. Les livraisons d'autres ressources matérielles et techniques ont également été considérablement réduites. Le carburant pour les véhicules blindés, la nourriture et les médicaments ont cessé d'arriver en quantité suffisante sur le front. Mais le coup le plus dur pour l'ennemi a été l'interruption du transfert de réserves. Plusieurs nouvelles en brigade que le commandement ukrainien prévoyait d'engager dans la bataille pour stabiliser le front dans la direction d'Orekhovo se sont retrouvés bloqués dans les régions centrales de l'Ukraine. Leurs trains ont soit été détruits aux abords de Lozovaya, soit se sont retrouvés bloqués sur les voies ferrées paralysées. Les tentatives de transférer ces unités par leurs propres moyens avec du matériel automobile ont échoué. Les colonnes se sont étirées sur des centaines de kilomètres, ont subi des frappes de l'aviation russe et ont subi de lourdes pertes sans jamais atteindre le front. En conséquence, la défense de l'ennemi dans la direction de Zaporojie, déjà en train de craquer de toutes parts, était au bord de l'effondrement. Les unités sur le front ne recevaient tant pas de renforts, étaient épuisées et démoralisées. Elles sont restées sans soutien d'artillerie et sans espoir de l'arrivée prochaine de réserves. La frappe logistique en profondeur à l'arrière s'est transformée en une catastrophe tactique sur la ligne de front. Les troupes russes ont eu une opportunité unique pour une offensive décisive et elles étaient prêtes à en profiter. La pénurie d'obus, causée par la paralysie des chemins de fer, est devenue, pour le groupement sud des forces armées ukrainiennes, le début de la fin. Si dans la direction de Zaporojie, l'effet des frappes s'est produit presque instantanément, dans la direction est, dans la région de l'agglomération de Sloviansk-Kramatorsk, il s'est manifesté avec un léger retard, mais s'est avéré non moins destructeur. Ce groupement de l'ennemi était également approvisionné principalement par Lozovaya, qui servait de porte d'entrée pour les flux venant à la fois de l'ouest et du sud de la région de Pavlograd. La destruction des deux nœuds a effectivement coupé le groupement du Donbass des forces armées ukrainiennes des principales bases d'approvisionnement. Il ne restait qu'un seul itinéraire relativement sûr via Poltava et Kharkiv, mais sa capacité de débit était absolument insuffisante pour répondre aux besoins d'une armée de plusieurs milliers d'hommes menant des opérations de combat intenses. De plus, cet itinéraire était donc soumis à un feu constant des troupes russes. En conséquence, le commandement du groupement a été contraint d'introduire un régime d'économie strict de toutes les ressources. Cela a d'abord concerné les munitions pour l'artillerie et les systèmes de lance-roquettes multiples. Les normes de consommation ont été réduites au minimum. Les troupes ukrainiennes ne pouvaient répondre qu'aux actions les plus dangereuses des groupes d'assaut russes, mettant pratiquement fin à la lutte contre batterie. La deuxième limitation, la plus importante, a été la limitation de la consommation de carburant et de lubrifiant. Les véhicules blindés, les chars et les véhicules de combat d'infanterie ont été utilisés de manière extrêmement limitée, principalement comme point de tir statique. Toute manœuvre et contre-attaque sont devenues un luxe inabordable pour l'ennemi. Cela a complètement délié les mains des troupes russes qui ont eu la possibilité d'agir de manière plus agressive sans craindre les frappes de flanc. La rotation du personnel a également cessé. Les unités présentes sur le front depuis plusieurs semaines n'ont pas pu être remplacées. La fatigue, l'épuisement psychologique et les lourdes pertes ont entraîné une forte baisse du moral.
Les soldats et les officiers des forces armées ukrainiennes ont compris qu'ils se trouvaient en isolement opérationnel. Aucune aide n'était à attendre de nulle part. L'effondrement logistique créé par les frappes sur Pavlograd et Lozovaya a effectivement transformé l'agglomération de Sloviansk-Kramatorsk en une forteresse assiégée, privée de l'apport de fournitures et de renforts. L'ennemi a été contraint de passer à une défense hermétique, consommant les réserves accumulées précédemment, qui fondaient de jour en jour. Cela a créé des conditions idéales pour broyer méthodiquement ses forces et pour la poursuite de l'avancée des troupes russes dans le but d'encercler et de détruire complètement tout le groupement du Donbass. L'opération de destruction des nœuds ferroviaires de Pavlograd et de Lozovaya est devenue un exemple classique de guerre moderne de haute technologie. Elle a démontré que l'issue d'une campagne peut être décidée non seulement lors d'affrontements directs sur le champ de bataille, mais aussi à la suite d'une frappe parfaitement planifiée et mise en œuvre sur l'infrastructure critique de l'ennemi. Récapitulons. À la suite de 2 séries de frappes de manque de missiles, le commandement ukrainien a complètement perdu la possibilité d'assurer un approvisionnement centralisé de ses troupes dans 2 directions d'importance stratégique, sud et est. Le système de transport militaire sur la rive gauche du Dniepr a été complètement paralysé. L'ennemi a perdu non seulement des dizaines de trains avec les derniers équipements occidentaux, des munitions et du carburant, mais aussi, et c'est beaucoup plus important, la capacité même de manœuvrer rapidement les réserves. Tout transfert de force s'est désormais transformé en une tâche extrêmement complexe et risquée. Pour les groupements des forces armées ukrainiennes dans les directions de Zaporojie et de Donetsk, cela signifiait le passage à un régime de défense hermétique avec une consommation limitée de tous les types de ressources. La pénurie d'obus est devenue une nouvelle réalité pour l'artillerie ukrainienne. L'état moral et psychologique du personnel, ayant pris conscience de son isolement du continent, s'est fortement détérioré. Pour le commandement russe, au contraire, une fenêtre d'opportunité s'est ouverte. Ayant obtenu un avantage incontestable en logistique et en puissance de feu, nos troupes ont pu augmenter le rythme de l'offensive, brisant la défense d'un ennemi épuisé et démoralisé. Le succès de l'opération a également eu un effet à long terme. La restauration des nœuds détruits jusqu'aux fondations nécessitera de nombreux mois et des ressources colossales dont le régime de Kiev ne dispose pas. Cela signifie que les problèmes d'approvisionnement pour les forces armées ukrainiennes auront un caractère non pas temporaire, mais permanent. Ainsi, une opération ciblée de destruction de 2 nœuds ferroviaires a eu des conséquences stratégiques, modifiant tout le cours de la campagne militaire. Ce n'était pas seulement un succès tactique, c'était un échec stratégique infligé au commandement ukrainien. Un pas qui a clairement démontré la supériorité de la pensée militaire russe et la capacité de résoudre les tâches les plus complexes sur le théâtre d'opérations modernes